réflexion sur ces moteurs continue à travailler l'esprit tranquille. Merci. Merci beaucoup. À vous. Merci, mesdames et messieurs les députés. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de répondre à vos questions dans l'ordre où elles ont été posées. Vous m'avez interrogé sur la fraude Volkswagen. Évidemment, comme beaucoup d'autres dirigeants d'entreprises automobiles, j'ai été surpris, choqué par ce qui s'est produit avec cette grande entreprise. Et je voudrais relier ça à un des commentaires que j'ai fait pendant mon exposé, à savoir le fait que la stratégie qui consiste à être le plus gros ne marche pas. Ceci, c'est quelque chose qui a été observé non pas uniquement avec le groupe Volkswagen, mais également avec d'autres entreprises, une grande entreprise japonaise, une grande entreprise américaine. Et au cours des 20 ou 30 dernières années, toutes les entreprises automobiles qui se sont fixées comme stratégie d'être les plus grosses ont connu de graves dysfonctionnements, soit des fraudes, comme celle que vous avez mentionnée pour Volkswagen, soit des gravissimes problèmes qualité, ce qui est le cas pour les autres. Donc effectivement, je l'ai toujours pensé, mais cette affaire-là finit de me convaincre du fait que la croissance n'est jamais que la conséquence juste et heureuse d'une satisfaction client et ne peut pas être une fin en soi. Donc nous devons, de ce point de vue-là, rester concentrés sur l'essentiel, la qualité, l'éthique et le respect des règles qui nous sont imposées par les sociétés dans lesquelles nous opérons. Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a effectivement, au travers de cette affaire de fraude Volkswagen, un grave impact et un grave préjudice qui est subi par l'ensemble de l'industrie automobile, et en particulier par PSA, qui est le leader des émissions de CO2 sur le marché européen, ce qui nous a évidemment beaucoup chagriné, beaucoup préoccupé. Et la meilleure réponse que nous avons trouvée pour essayer de protéger la confiance de nos consommateurs a été l'initiative que vous avez soulignée, Madame Bateau, sur une ONG qui est plus crédible qu'un constructeur automobile aux yeux des consommateurs et à qui nous avons soumis l'idée de définir un protocole de mesure de la consommation qui est, comme vous le savez, proportionnel aux émissions de CO2 et faire en sorte que le cycle de mesure de cette consommation soit totalement représentatif des usages clients. Protocole que nous avons défini au cours du premier trimestre 2016, que nous avons officiellement présenté dans le cadre du Salon de Genève en début 2016 et que nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre pour mettre à disposition de nos clients toute une série de mesures qu'ils pourront visualiser sur le site de Transport et Environnement d'ici les congés de cette année, les congés d'été de cette année. Donc progressivement, les consommateurs pourront prendre connaissance de ces informations. Je m'empresse de dire que ce protocole de mesure qui repose sur 1h30 d'essai et 90 km de mesure, plutôt que sur quelques minutes et 11 km, sur le cycle simplifié de la norme actuelle, eh bien, ceci a été mis sous le contrôle du bureau Veritas en ce qui concerne le respect strict du protocole de mesure, de façon à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté là-dessus. Donc nous avons essayé, alors l'avenir nous dira si ceci a été une réussite ou pas, mais nous avons essayé d'être à la fois proactifs, nous avons pris les devants pour construire cette démarche avec une ONG, nous avons été transparents, nous avons montré les mesures que nous avons effectuées nous-mêmes, et nous souhaitons de cette manière-là protéger et, si possible, augmenter encore la confiance des consommateurs dans nos marques et dans notre entreprise. La DGCCRF fait son travail, elle est venue demander des informations, interroger nos techniciens. Nous avons évidemment mis à disposition tous les documents et toutes les équipes qui permettaient de répondre à leurs questions. Nous avons eu jusqu'à présent, comme avec toutes les commissions qui ont été nommées, et notamment la commission dite royale, eu un dialogue constructif, transparent, techniquement circonstancié de la manière dont fonctionnent nos dispositifs de traitement des émissions, et en particulier sur les NOx, où nous avons une excellente conformité par rapport aux règles et aux cycles qui nous sont demandés. Nous avons fait, je crois, la démonstration que le système SCR que nous utilisons, du point de vue technologique, est celui qui ait les meilleures performances aujourd'hui sur le marché. Alors, on peut statuer sur le fait que, en valeur absolue, ce n'est pas encore suffisant. C'est tout à fait correct éventuellement le dire, mais il n'y a pas de doute sur le fait que c'est la meilleure technologie. Et d'ailleurs, lorsqu'on se rapproche de l'utilisation réelle du véhicule par le client, plus on se rapproche de l'utilisation réelle, plus cette technologie fait la différence par rapport aux autres technologies, notamment par rapport à nos concurrents, notamment
sur un aspect qui est très important, qui est la plage de température pendant laquelle ce système est actif par rapport à d'autres technologies. Et donc de ce point de vue-là, non seulement nous sommes conformes aux réglementations, mais nous sommes également parmi, si ce n'est le plus performant en utilisation qui se rapproche de la réalité du client. Alors vous m'avez demandé si Push2Pass finalement regarde suffisamment loin. Et vous avez raison de poser cette question, elle est évidemment fondamentale. C'est vrai que nous avons limité notre plan à 6 ans. C'est un peu plus que la durée habituelle des plans des grandes entreprises, qui tournent entre 3 et 5 ans. C'est vrai que la vraie question à laquelle aujourd'hui nous ne savons pas répondre, et c'est une question à laquelle nous ne pouvons répondre qu'en travaillant ensemble, c'est la place des objets de mobilité dans la société. En particulier la différence qui, de toute évidence, va se produire entre les milieux urbains et les milieux non urbains. Ça relève assez rapidement d'une question d'aménagement du territoire. Et nous, PSA, le groupe PSA, veut se positionner comme un apporteur de solutions. Pour que nous soyons des apporteurs de solutions, il faut qu'on puisse visualiser ensemble, dans cette perspective d'aménagement du territoire, comment nous voyons la place des objets de mobilité dans la société, dans les milieux urbains, dans les milieux non urbains, dans les milieux périurbains, comment nous voyons la coexistence des objets de mobilité avec d'autres formes de transport. Et il est vrai que les constructeurs automobiles qui peuvent avoir des idées, qui ont évidemment des gens très talentueux, eh bien, sont un peu à court de visibilité sur comment nous allons imaginer ces utilisations au-delà, on va dire, du moyen terme. Pour cela, je veux simplement ici faire état de la disponibilité du groupe PSA pour réfléchir avec les autorités, les administrations qui voudraient bien se pencher sur cette question de la place des objets de mobilité dans la société, qu'elles soient urbaines ou non urbaines. Je pense que là, il y a matière à un travail constructif, prospectif de qualité, qui à coup sûr nous emmènera au-delà de la perspective de 2021, comme vous l'avez à juste titre souligné. Alors sur la question des sites en France, vous m'avez interrogé sur qu'est-ce qui se passe au-delà de 2016, qui est effectivement la dernière année du contrat social actuel que nous avons passé avec nos partenaires. Eh bien, il se trouve qu'à l'heure même où je vous parle, nous sommes en train de construire avec nos partenaires eh bien, ce que nous appelons le nouveau contrat social 2, que je préfère appeler un travail de co-construction de l'avenir avec nos partenaires sociaux, qui consiste simplement à partager de manière très transparente, très simple et très respectueuse d'ailleurs, les enjeux de l'entreprise. Et comment est-ce qu'on construit une entreprise qui se protège elle-même par sa performance? C'est-à-dire que la protection de l'entreprise est la conséquence naturelle de la performance qui, elle, va générer par sa compétitivité, prospérité et avenir. Eh bien, nous sommes actuellement en train de mener ces discussions. Eh bien, à l'issue de ces discussions qui vont se dérouler dans les prochaines semaines, eh bien, nous aurons effectivement, je l'espère, conclu un accord avec nos partenaires sociaux, où je préfère parler de co-construction de l'avenir que de dialogue social ou de contrepartie, car finalement, il n'y a pas véritablement de contrepartie, il y a la volonté de construire un avenir qui soit aussi prospère, aussi souriant, et faire en sorte qu'on puisse tous y participer, chacun à sa place. Et je pense qu'il y a une véritable complémentarité à rechercher, plutôt qu'une opposition. En tout cas, c'est comme ça que nous avons vécu le premier contrat social, c'est comme ça que s'engagent les discussions du deuxième, et j'espère que nous aurons l'opportunité d'en rediscuter tous ensemble lorsque cette démarche se sera conclue. En tout cas, je peux vous dire que ça a très bien démarré et qu'on se comprend bien sur ce qui aujourd'hui représente les enjeux de l'entreprise pour l'avenir. Alors, vous m'avez demandé également que faut-il penser du CIR. Eh bien, c'est un excellent outil. Vous m'avez demandé c'est quoi les grands ordres de grandeur suivant les années 2015 ou la projection 2016, ça oscille entre 80 et 100 millions d'euros pour l'entreprise, donc c'est une somme très conséquente, qui évidemment participe de manière concrète au fait que nous gardons en France la partie la plus noble de notre recherche et développement, qui est la partie de tout ce qui concerne, pardonnez-moi l'anglicisme, l'advanced engineering, c'est-à-dire toute la partie amont de l'ingénierie où nous concevons les nouvelles technologies, les nouveaux objets et les nouveaux services et les nouveaux équipements. Ceci est développé en France, c'est notre volonté de le développer en France. Une des raisons, c'est le crédit impôt recherche. Une autre raison, c'est que de cette manière-là, nous utilisons au mieux l'excellence de notre système éducationnel scientifique français.
Et nous avons un système d'éducation scientifique en France qui produit d'excellents techniciens et d'excellents ingénieurs, raison pour laquelle nous avons chez PSA une force qui s'appelle l'ingénierie de PSA. Et nous comptons continuer à utiliser cette force qui résulte de l'excellence du système éducationnel scientifique français et du CIR pour continuer à développer toutes les technologies d'avant-garde, dont le véhicule autonome, dont tout ce qui touche à la connectivité, dont l'électrification des groupes motopropulseurs. Nous comptons développer ceci en France et le CIR participe de cette stratégie. Vous m'avez interrogé sur la neutralité fiscale et sur la vitesse à laquelle on évoluait vers cette neutralité. Je dirais que c'est une question à la fois sensible et importante. Vous vous souvenez que Gilles Le Borgne vous a expliqué il n'y a pas très longtemps que, en gros, une nouvelle norme d'émission, c'est à peu près 1 milliard d'euros de dépenses, et qu'il est difficile pour nous de nous adapter sans conséquence sur des changements qui sont plus rapides qu'une nouvelle norme tous les 5 ans. Quand une nouvelle norme est promulguée à un rythme de tous les 5 ans, on est capable, par notre agilité et par notre dialogue interne, Madame la Présidente, on est capable de converger vers cette nouvelle norme en adaptant l'entreprise, ce qui est tout à fait notre travail, et il n'y a rien d'anormal à ça. Nous sommes ici pour, en permanence, adapter notre entreprise au changement des milieux dans lesquels nous opérons. Quand on descend en dessous de ça et qu'on demande à l'entreprise de s'adapter plus rapidement qu'une fois tous les 5 ans sur ces dimensions-là, eh bien, à la fois on crée une succession de coûts qui éventuellement peuvent porter atteinte à notre capacité d'investissement sur d'autres choses. Par exemple, une fréquence excessive sur les normes d'émission peut se traduire par une incapacité d'investissement sur le véhicule autonome ou sur la connectivité ou sur des services de mobilité, puisque la capacité d'investissement de l'entreprise est par définition contrainte, ou ça peut effectivement nous conduire à des problèmes technologiques où on n'est pas capable de suivre de manière efficace les requêtes qui nous sont faites en matière d'amélioration des émissions. Donc, la convergence vers la neutralité, pour nous, nécessite cette progressivité. La progressivité qui a été jusqu'à présent discutée, décidée par les élus, c'est quelque chose que nous sommes capables de suivre, mais nous devons faire attention car la convergence vers un mix essence diesel nettement différent, et notamment l'impact que ça a sur la partie que nous qualifions de B2B, c'est-à-dire la vente aux flottes, est quelque chose d'extrêmement quantique. C'est-à-dire que si on va trop rapidement sur cette convergence et que brutalement la dimension des flottes d'entreprises bascule d'un côté à l'autre, c'est 50% du marché, 50% du marché qui bascule brutalement. Et là, du point de vue de l'industrie, nous ne serions pas capables de suivre, évidemment, parce que c'est un changement brutalissime. Et deuxièmement, l'autre inconvénient, c'est qu'évidemment, quand on bascule rapidement, eh bien, on dégrade la rentabilité de l'entreprise, car les marges aujourd'hui des véhicules diesel sont des marges supérieures à celles des véhicules d'essence, et donc il y a évidemment un impact sur les marges, et donc un impact sur la capacité d'investissement sur d'autres technologies. Donc je voudrais que, si vous le permettez, vous gardiez ces ordres de grandeur en tête, ces 5 ans entre 2 normes successives, et si possible, ensuite, 18 mois à 2 ans pour l'extension d'application à l'ensemble des modèles qui sont concernés par cette nouvelle norme. Oui. Pour moi, le véritable enjeu, il est sur la fiscalité des flottes. C'est ça le point. Et c'est là qu'on peut faire beaucoup de dégâts si on va trop vite. C'est ça. En tout cas, un dialogue qui nous permet de définir ensemble la vitesse à laquelle on y va. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'on va y aller, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que nous sommes en train d'adapter suffisamment rapidement, et on parlait tout à l'heure de Trémery et d'autres usines. C'est ça qu'il faut qu'on soit capable de visualiser, de construire ensemble. Juste sur ce point-là, est-ce que puisque la question n'est pas d'enlever quelque chose, mais de rendre éligible à la même déduction de TVA d'autres motorisations, est-ce que vous ne croyez pas, sur la question des véhicules d'entreprise, que l'usage auquel ils correspondent fait que de toute façon, pour un segment non négligeable de marché, conservera un intérêt à faire le choix
du carburant qui consomme le moins. Avec quelques grands clients de flotte, eux, ils raisonnent en coût total d'utilisation du véhicule au kilomètre. Et donc, si on arrive à préserver ce coût total d'utilisation au kilomètre qui permet d'avoir une progressivité dans cette évolution-là, je dirais pourquoi pas, mais il faut qu'on s'entende bien sur le critère qu'on va utiliser pour piloter cette évolution. En tout cas, soyez assurés d'une chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, PSA se positionne comme un apporteur de solutions. Je l'ai dit, vous l'avez souligné, il y a un an, je pense qu'il est de l'intérêt des sociétés, au sens des citoyens, de s'exprimer sur des résultats à atteindre plutôt que des choix de technologie. Pourquoi? Parce que si vous vous exprimez sur des résultats et non pas sur des choix de technologie, vous avez toute la puissance d'ingénierie de tous les constructeurs du monde qui travaillent pour trouver des solutions performantes pour atteindre un résultat au meilleur coût pour le consommateur. Alors que si on impose une technologie, évidemment, ce travail va se concentrer sur cette seule technologie, éventuellement au détriment d'autres solutions plus performantes pour le consommateur et le citoyen. Mais une fois que ceci est dit, l'évolution, on s'inscrit dans cette évolution. On souhaite simplement qu'on puisse piloter avec vous la vitesse à laquelle on converge pour qu'il n'y ait pas d'impact industriel et donc forcément social pour notre pays. Vous m'avez interrogé sur les carburants. La question des carburants est assez simple. La présence du diesel très forte en Europe est une particularité européenne qu'on ne retrouve pas de manière généralisée dans le reste du monde. Le reste du monde est essentiellement essence plus que diesel. Si nous sommes dans cette situation-là, c'est parce que nous avons piloté par le système fiscal ce que nous voulions. Et donc on est arrivé à cette situation-là par l'effet successif de nos différents plans de fiscalité. Vous m'avez aussi interpellé sur la pression fiscale, qui est un très bon sujet. Voilà comment je vois la chose. Aujourd'hui, nous avons deux effets qui sont des effets de ciseaux qui se cumulent. Le premier, c'est que le pouvoir d'achat de nos consommateurs, je vais raisonner au niveau européen, ne s'accroît pas ou il s'accroît de manière marginale. Donc nous avons une pression sur le pouvoir d'achat qui est très forte. Et donc concrètement, les clients ne sont pas prêts à payer plus cher les automobiles qu'ils veulent acheter. Deuxièmement, nous avons une pression sur les coûts qui est la conséquence des réglementations qui est extrêmement forte à raison de plusieurs centaines d'euros par an. Ceci signifie que c'est le résultat de l'accumulation de toutes nos réglementations. Quand on les regarde une par une, elles sont toutes sensées, raisonnables, souhaitables. C'est l'accumulation de l'ensemble de ces réglementations qui génère une inflation importante sur les coûts. Quand vous avez cet effet de ciseau entre la pression sur les prix, l'ouverture du marché européen, qui reste un marché beaucoup plus ouvert que tous les autres marchés au monde, qui renforce la pression sur les coûts, et cette inflation des coûts qui est la conséquence de l'accumulation des réglementations, eh bien vous avez évidemment une réduction des marges des entreprises qui pèse sur sa capacité d'investissement, ce qui est évidemment un problème. Et donc si on veut protéger notre capacité d'investissement pour préparer l'avenir au travers de marges qui nous garantissent un flux de trésorerie positif, il faut évidemment être capable de générer ce qu'on appelle de la productivité. La productivité, c'est ce qui nous permet de faire plus avec moins et donc de contrecarrer cet effet de ciseau entre la pression sur les prix et l'inflation des coûts issus de l'accumulation des nouvelles réglementations. Nous sommes arrivés à la conclusion que tout métier confondu, il fallait que l'entreprise puisse générer tous les ans pas moins de 5% de productivité pour contrecarrer cet effet de ciseau. Et donc vous voyez que ces 5% de productivité, ils sont là pour contrecarrer l'effet de ciseau. Alors soit vous enlevez des coûts pour l'entreprise de toute nature, y compris une pression fiscale, soit vous nous mettez, et je ne me plains pas, je vous donne simplement l'information, dans une situation, il faut qu'on génère 5% de productivité par an dans tous les domaines. Alors j'ai souvent la question de la part des médias, je trouve la question sympathique, mais elle est révélatrice de l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Souvent, les médias me disent Monsieur Tavares, vous sortez de la reconstruction économique de l'entreprise, vous avez fait back in the race, les collaborateurs ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup contribué, ce qui est tout à fait juste, et vous leur demandez encore des efforts. Encore des efforts. Sous-entendu, il y en a marre. Arrêtez de leur demander des efforts. Et puis écoutez, la réalité de l'industrie automobile, c'est que les efforts, ils nous sont imposés
par l'effet de productivité que je viens de vous décrire, par ce mécanisme-là. Et la réalité, c'est que dans cette industrie hyper compétitive, nous ne considérons pas le mot effort comme un gros mot. Nous considérons que le mot effort fait partie de notre travail. Il fait partie d'ailleurs de l'intérêt que nous avons au travail, produire des efforts pour atteindre des résultats. Et donc nous sommes bien au sein de l'industrie automobile, et particulièrement au sein du groupe PSA, dans cette logique. Oui, nous produisons des efforts, oui, nous travaillons en équipe, oui, nous travaillons de manière collective pour faire gagner PSA et se donner, évidemment, un avenir plus prospère et plus visible. Alors, sur la question de la mobilité, est-ce que ça va peser énormément sur les besoins en capitaux? Il y a deux dimensions à cela. D'abord, soyez assurés que nous avons, avec Push2Pass, les moyens de financer ce plan. Et nous avons les moyens de le financer tout en gardant ce que nous appelons dans le jargon un free cash flow positif, c'est-à-dire un flux de trésorerie positif. C'est-à-dire que nous n'allons pas laisser l'entreprise replonger dans la dette. Il n'en est pas question. Nous allons piloter le niveau d'investissement tout en préservant un free cash flow positif qui se traduira par le fait qu'on ne va pas créer de dette. Et nous avons, par notre capacité à être productifs et à aller chercher des nouvelles manières d'être productifs, la capacité à transformer notre rentabilité en capacité d'investissement tout en protégeant un free cash flow positif, c'est-à-dire une capacité à ne pas nous endetter. C'est comme ça que nous le voyons, et c'est pour ça qu'il est tellement important de gagner de l'argent, et si possible, beaucoup d'argent. Parce que quand on gagne de l'argent et qu'on fait du profit, on se dégage de la capacité d'investissement pour préparer l'avenir, tout en protégeant un free cash flow positif qui ne génère pas de dette supplémentaire. Et donc, on continue à avoir un équilibre économique de l'entreprise qui est particulièrement sain. Et donc ça, c'est un point que je voulais partager avec vous. Alors, vous m'avez aussi interrogé sur transition énergétique, moteur à combustion interne et Origine France. Ce à quoi nous allons nous atteler très prochainement, c'est justement à l'accompagnement industriel de la transition énergétique. Vous l'avez entendu, nous allons développer l'électrification des groupes motopropulseurs, soit pour faire des véhicules hybrides rechargeables essence, soit pour développer la deuxième génération de véhicules électriques, lisés, des véhicules électriques à autonomie augmentée. Tout ceci va se traduire par des nouvelles chaînes de traction, des nouveaux groupes motopropulseurs. La question à laquelle nous allons nous atteler, que nous sommes actuellement en train de traiter, c'est comment nous transformons nos sites industriels, non pas uniquement en fabriquant de moteurs à combustion interne, mais aussi en fabriquant de composants de la chaîne de traction électrique. Nous sommes en train d'y travailler, nous ferons très prochainement quelques annonces dans ce domaine, c'est-à-dire que nous allons étudier la manière dont nous pouvons fabriquer en France des éléments des chaînes de traction électrique et des éléments de les chaînes de traction hybride. Alors, tout à l'heure, vous avez soulevé, et à juste titre, la question de l'inquiétude. Dans notre pays, l'inquiétude, c'est le premier sentiment qui jaillit dès l'instant qu'il y a une incertitude sur quelque chose. On va devoir gérer ça, comme nous avons géré la reconstruction économique de l'entreprise, simplement en disant, ben oui, il est normal que les fabrications de moteurs à combustion interne aillent décrescendo, tout simplement parce qu'on voit que le mix diesel baisse, on voit bien que la pression économique sur les moteurs essence augmente parce que les marges sur le diesel sont plus importantes que les marges sur l'essence, et on voit bien que toute la société, je ne parle pas de PSA, mais de la société française et de la société européenne, nous oriente vers l'électrification. Donc il y a un moment donné où on va devoir remplacer du moteur à combustion interne par des éléments de la chaîne de traction électrique ou hybride. C'est ce que nous allons faire. Nous allons le faire en utilisant notamment nos sites France. Pourquoi? Parce que nous avons dans nos sites France la possibilité de faire appel à une accumulation d'expertise, à une éducation scientifique, et tout simplement au fait que, comme pour l'ingénierie, nous avons des process sur nos sites France qu'on est en train de développer, qui sont d'un bon niveau de compétitivité, et que donc, développant des nouvelles technologies, on a intérêt à maîtriser les process de fabrication de ces nouvelles technologies. Donc nous avons la volonté de le faire, et évidemment que la difficulté à laquelle nous allons être confrontés, mais c'est notre travail, c'est la dynamique du changement. Et la question que je me pose en permanence, en tant que président du directoire, c'est: est-ce que nous sommes en train d'avancer à une vitesse suffisante pour accompagner l'évolution du monde extérieur
il y a une vitesse qui n'est pas excessive pour qu'elle puisse être digérée, non seulement par mon entreprise, mais par le corps social dans lequel nous évoluons. Ça, c'est une ligne de crête. De temps en temps, on glisse d'un côté, de temps en temps, on glisse de l'autre, mais il faut qu'on continue, si possible, tous ensemble, à courir sur cette ligne de crête pour ne pas se retrouver dans la situation où nous étions en 2012. On s'est laissé dépasser par les événements, et c'est évidemment toute la difficulté. Alors, est-ce que nous sommes demandeurs d'incitation à des modifications du parc automobile? Au risque de vous surprendre, je répondrai non. Nous ne sommes pas demandeurs pour deux raisons. La première raison, c'est que si ça augmente les dépenses de l'État français, ça aura des conséquences négatives sur les entreprises à un moment donné. Pas immédiatement, mais dans le coup d'après. Donc on n'est pas intéressé à contribuer à l'augmentation des dépenses de l'État français. La deuxième raison, c'est que d'expérience, nous savons qu'une fois qu'on a mis ce subside dans le marché et qu'on le retire, les conséquences sur la destruction de valeur au niveau des prix de vente est considérable, car la tentation de nos commerçants, c'est de continuer à donner aux clients, avec nos propres ressources commerciales, ce qui était précédemment donné par l'État français, et ça détruit les marges de l'entreprise. Donc il y a un effet très pervers à la rupture de cette incitation. Donc le groupe PSA n'est pas demandeur de ces incitations. Le groupe PSA est plutôt demandeur d'un travail collaboratif pour gérer les transitions à la vitesse qui satisfait à la fois les sociétés et qui nous permet de nous adapter. Nous considérons que, ayant l'avantage de ne pas être un dinosaure énorme dans l'industrie automobile, nous avons l'avantage de cela, c'est que nous voulons être particulièrement agiles pour nous adapter. Sur le mix essence-diesel, vous l'avez souligné, je comprends parfaitement l'inquiétude de nos collaborateurs, parce qu'ils voient les médias comme nous les voyons tous, et ils se disent que d'un jour ou l'autre, on pourrait se mettre dans une situation qui est une impasse. Ce que l'on va faire, on va le faire assez rapidement, c'est de les mettre dans cette perspective de la transition énergétique et comment on va commencer à affecter sur les sites France un certain nombre de composants de la chaîne de traction électrique. Ceci va démarrer assez rapidement. Ça nécessitera qu'on développe de nouvelles compétences. Ça nécessitera, comme par exemple nous l'avons fait sur l'usine de Rennes, que l'on prenne avec un état d'esprit ouvert des nouvelles fabrications, puisque nous avons commencé à fabriquer avec notre partenaire Bolloré des véhicules électriques sur l'usine de Rennes. Alors évidemment, nous avons subi les colibets de tous ceux qui nous ont dit « mais vous voyez, les volumes sont tout petits, etc. » Mais évidemment, il faut commencer par quelque chose. Il faut commencer par apprendre la technologie, apprendre les nouveaux process, et ensuite, ça va se développer à partir de là. Mais inversement, on nous critiquerait tout autant si les nouvelles technologies de demain, on ne les développait pas en France. Donc il faut bien commencer par un bout, il faut bien commencer par le début. Raison pour laquelle je compte sur votre soutien pour gérer cette transition. Je voulais finir donc par les dernières questions qui concernent, et je suis en retard, est-ce que Push to Pass, c'est le plan qui doit libérer l'énergie et le plein potentiel du groupe PSA? La réponse est oui, 3 fois oui. C'est bien ça le but de ce plan. Je ne connaissais pas le cas de Taïwan, je vais m'empresser de l'étudier, et je m'en excuse auprès de vous. Est-ce que la vraie révolution, c'est celle du véhicule connecté et du véhicule autonome? En tout cas, sur le véhicule autonome, je vous assure qu'on fera ce qu'il faut pour rester dans le peloton de tête, comme nous le sommes aujourd'hui. Nous n'avons pas fini de tout couvrir. Je m'empresse de vous dire que nous ne partageons pas, avec tout le respect que nous avons pour cette entreprise, le point de vue de Google, qui dit qu'il faut passer one shot directement au véhicule totalement autonome, pour une seule et unique raison, c'est la sécurité. C'est que c'est une technologie extrêmement complexe, extrêmement pointue, et qu'on ne peut pas passer de 0 à 100% autonome sans avoir consolidé les étapes intermédiaires de l'assistance à la conduite qui nous permettent à tout instant de garantir aux consommateurs une sécurité absolue dans l'usage du véhicule. Donc nous préférons y aller suivant un roadmap que vous avez sans doute déjà vu, 2016, 2018, 2021, nous aurons 3 étapes d'assistance à la conduite progressive pour arriver à ce niveau. Alors vous avez également, je crois, M. Barbier, souligné la question, est-ce qu'il est vrai que le temps d'utilisation du véhicule est inférieur à 15%? Quand vous discutez avec les startups californiennes qui font de l'autopartage, ils disent 5%. Ils disent qu'on n'utilise pas plus de 5%. Ah, vous avez, qui dit mieux, on est à 1,5, on va bientôt être à 0. Mais bon, très peu, très peu. Et alors, la question qu'on se pose, c'est celle que vous avez posée, c'est est-ce que ça veut dire qu'on va fabriquer beaucoup moins d'automobiles? Je ne suis pas extrêmement devin là-dessus, mais ce que j'observe, c'est que nos enfants, ils ont un besoin exponentiel de mobilité.
et que nos enfants, à leur âge, ils voyagent beaucoup plus et ils se déplacent beaucoup plus que moi-même à leur âge. Et donc je vois bien que les besoins de mobilité, eux, ils sont exponentiels. Donc si les besoins de mobilité sont exponentiels, l'usage des objets de mobilité, si par hasard il venait à être majoritairement en autopartage, eh bien cet usage il va être aussi beaucoup plus intense. À partir du moment où il est beaucoup plus intense, le nombre de kilomètres parcourus sera lui aussi bien plus élevé. Il n'est pas dit, suivant ce raisonnement-là, qu'on aura moins d'objets de mobilité à construire. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est qu'on soit capable de concevoir et de fabriquer des objets de mobilité sans propriété qui soient parfaitement adaptés aux véhicules qui soient en autopartage. Et donc là, nous avons la synergie entre les deux piliers que je vous ai montrés, entre le constructeur automobile et le fournisseur de services mobilité qui doit imaginer l'objet de mobilité qui va répondre à ses besoins. Alors, on assistera probablement à une divergence. Les véhicules en propriété seront plus sophistiqués, qui seront technologiquement très complexes, très sophistiqués, probablement plus élitistes, et des objets de mobilité en partage qui devront s'adapter à un mode d'usage du véhicule qui sera probablement différent. Donc, je ne suis pas négatif par rapport à cette évolution. Je pense qu'on n'a simplement pas tout vu et qu'il va falloir, là encore, s'adapter progressivement. De toute façon, une éventuelle généralisation du véhicule autonome, c'est quelque chose qui va se faire à 25 ans. Là, on est en train de parler d'une affaire qui va prendre 25 ans. Ce ne sera pas moins que ça. Donc, une entreprise qui se veut agile comme PSA aura le temps de s'adapter. En tout cas, nous, on fait en sorte, dès maintenant, d'être dans le peloton de tête de développement des véhicules autonomes. Vous avez été plusieurs à parler des vélos électriques. C'est un sujet sur lequel je vais devoir me pencher, en particulier sur celui de Peugeot Scooter que vous avez mentionné. Il est vrai que nous sommes dans un partenariat stratégique avec Mahindra. Il est vrai que les problèmes fondamentaux que Peugeot Scooter a connus pendant 10 ans ne sont pas encore totalement résolus et qu'on va y apporter une attention accrue, ne serait-ce que pour se poser la question de savoir s'il ne faut pas que l'on imagine le back in the race de Peugeot Scooter, peut-être qu'il n'a pas été complètement encore imaginé avec notre partenaire Mahindra. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur les éléments essentiels. Il y a juste une question, enfin il y en a plusieurs à laquelle vous n'avez pas répondu, mais une qui me paraît importante, c'est l'État actionnaire, donc Feng. Oui, et puis sur la question des investissements, est-ce que c'est lié au contrat social ou pas, ou sur le programme d'investissement lié à Push to Pass? Les investissements ne constituent pas pour nous un sujet. Nous aurons les moyens de financer notre plan et l'accent que nous mettons sur les investissements, c'est l'accent de l'efficience de ces mêmes investissements. Je voudrais partager avec vous une idée surprenante. Il y a le bon investissement et le mauvais investissement. Lorsque nous sommes en train de travailler avec un site industriel pour l'affectation d'un futur véhicule et que nous imaginons le modèle d'affaires et la rentabilité de ce projet. Donc nous allons dire sur ce projet-là, on va avoir tel coût d'achat des pièces achetées, tel coût de fabrication du véhicule dans l'usine terminale, tel coût de la transmission, tel coût du moteur, ainsi de suite, tels moyens commerciaux pour distribuer la voiture, tel ticket d'entrée, voilà la rentabilité, on y va ou on n'y va pas. Et quel est le meilleur site pour fabriquer ce véhicule? Eh bien, dans le coût de fabrication d'une voiture, il y a évidemment tout ce qui résulte de l'utilisation des matières premières, de l'utilisation des ressources humaines pour fabriquer ce véhicule, et il y a un truc qui s'appelle l'amortissement. Et l'amortissement, il compte évidemment dans le coût total de fabrication de la voiture. Si au cours des 10 années précédentes, nous avons fait preuve d'une exagération en matière d'investissement et qu'on plombe le coût de fabrication d'une usine avec un excès d'amortissement, on est en train de condamner cette usine sur sa capacité à se présenter de manière compétitive à la prochaine affectation véhicule. Parce que dans le coût total de fabrication, il y a une rondelle d'amortissement qui est plombée par l'excès d'investissement. Alors je pourrais vous faire une liste longue comme ça de ce que moi je considère être des excès d'investissement dans le passé de mon entreprise. Je ne vous fais pas cette liste, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le juste investissement dans la bonne capacité
et la bonne technologie qui est utile pour concilier à la fois la compétitivité des coûts de cette usine et sa capacité à mettre en œuvre les process de l'avenir. Et c'est une appréciation qui, évidemment, est pointue sur le plan des process. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on ne raisonne pas uniquement sur le montant de l'investissement, mais sur le montant juste nécessaire pour être compétitif lorsqu'il va falloir à la fois fabriquer une nouvelle voiture avec une nouvelle technologie et dans le même temps être compétitif dans le comparatif avec les autres sites industriels. Donc ça, c'est un point. Nous allons faire ensemble que l'équilibre entre la rentabilité de l'entreprise et les besoins de financement soit tel qu'on n'ait pas besoin de s'endetter et qu'on soit dans le même temps capable de financer le plan. Avec les 4% de valeur plancher de notre marge opérationnelle, nous n'aurons pas de problème de financement, mais nous resterons très attentifs au rendement de l'argent dépensé. Et donc, ceci est un grand changement par rapport au passé. Parce que dans le passé, on se disait on ne peut pas financer l'avenir parce qu'on perd de l'argent. Évidemment, puisque chaque fois qu'on mettait plus d'investissement, on aggravait la dette. Chaque fois qu'on aggravait la dette, on tirait la spirale négative de l'entreprise. Ceci est désormais derrière nous, puisque nous sommes rentables, nous avons un free cash flow positif, donc nous générons de l'investissement. Alors, sur la question du partage de la réussite de l'entreprise, évidemment que c'est une question de dimension sociétale, d'abord. C'est avec nos partenaires sociaux, d'ailleurs, une situation apaisée. Je peux partager avec vous, sans citer personne, qu'ils ont été tous en soutien et chagrinés de ce qui s'est passé il y a quelques semaines concernant ma rémunération. D'ailleurs, j'apprécie que le président du conseil de surveillance soit monté au créneau, et Dieu sait si Louis Gallois a autorité et crédibilité dans notre nation, pour expliquer que finalement, l'évolution de mon salaire, c'était simplement la conséquence de l'évolution des résultats de l'entreprise. Et d'ailleurs, quand j'ai pris le risque d'aller chez PSA, alors que PSA était en grande difficulté, personne ne m'a dit « attention, faites attention, parce qu'il y a une part très importante de votre salaire qui est variable en fonction des résultats de l'entreprise ». Ce qui veut dire que si vous vous plantez, ça va être pour vous une très mauvaise affaire. Mais ceci, c'est ce qui m'a conduit à prendre la décision d'aller malgré tout chez PSA, pour une raison assez simple, c'est que quand j'ai été jeune, j'ai été boursier de l'État français. Vous savez que je n'ai pas la nationalité française, vous savez que je suis d'éducation française, et que j'ai envers la France une dette que j'ai voulu rembourser, qui a été le fait d'avoir été boursier de l'État français à un moment critique de ma vie où probablement mes parents n'auraient pas pu subvenir à mon éducation. Et donc, je n'ai pas oublié, c'était il y a 30 ans, je n'ai pas oublié cela, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'aller chez PSA pour tenter de redresser PSA et de rendre à la France son plus gros constructeur automobile. Donc, on est dans cette situation-là. Ce que j'observe, c'est que les objectifs de Carlos Tavares sont fixés par le conseil de surveillance. L'évaluation des résultats est faite par le conseil de surveillance. La dimension sociétale de cette question-là me dépasse. Je pense d'ailleurs que le fait que nous n'arrivons pas à nous débarrasser de cette discussion est un problème pour la France, pour sa capacité à s'inscrire dans la dynamique du monde. Mais c'est un autre sujet. En tout cas, sur le plan de la gouvernance de PSA est rigoureuse. Vous avez vu que l'Assemblée générale des actionnaires a approuvé ma rémunération à hauteur de 76%, malgré le fait que l'État français ait voté contre, et je ne trahis aucun secret puisqu'il l'a dit publiquement, malgré cela, qui a ramené probablement la base de vote à quelque chose qui doit tourner aux alentours de 80%, 76% des actionnaires se sont prononcés en faveur. Donc je suis dans cette logique. Je suis dans une logique où, évidemment, j'ai pris un risque personnel que j'assume. Je suis heureux de travailler chez PSA. C'est une grande et belle entreprise. Je pense qu'elle a un énorme potentiel. Elle peut encore progresser. Comme je l'ai dit, je me considère comme un joueur de football ou comme un pilote de Formule 1. Il y a un marché. Voilà. Par rapport à mes pairs, je suis payé le tiers ou la moitié de mes pairs. Tout ça, ce sont des faits qui ne sont pas audibles, bien entendu, et j'en ai pleine conscience. Ils ne sont pas audibles, mais c'est la réalité de notre monde. Et peut-être comme chacun d'entre vous individuellement, je n'ai pas la capacité, ni forcément la volonté de changer le monde, car je suis un parmi de nombreux milliards. Donc voilà ce que je peux vous répondre sur cette question, Madame Bateau. Voilà, plus aucune question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre conclusion était tout à fait importante et une conclusion très positive. Merci beaucoup.